Moi, je suis en direct de Los Angeles. Et puis, on a Thierry Dupin avec nous aujourd'hui. Bonjour Thierry, comment ça va? Bonsoir Xavier, enfin bonjour Xavier, Ah oui, salut. Salut, on a un petit décalage quand même, mais ça va, ça va. Moi, je termine la journée, il fait déjà nuit. Nous avons auprès de nous, là, une figure emblématique du skateboard slalom, c'est Yannis absolument. Soderol que je vous présente. Bonsoir Yannis. Bonsoir, bonsoir mes amis. Bonsoir Yannick, comment ça va? Ça va très bien, hein. Ça va. Alors, juste avant de commencer, ce que je voulais dire, c'est que ça fait déjà plusieurs épisodes où on parle du slalom, où on dit que c'est dommage parce que le slalom, c'est une des disciplines les plus importantes du skate. C'est également l'une des plus anciennes parce que c'est vrai qu'on a commencé le skate dans les années 60 et 70. Il y avait que le freestyle qui était vraiment balbutiant et puis le slalom qui était très, très fort. Et puis, malheureusement, le slalom a un petit peu perdu. Au profit des piscines et des parcs et de la verte dans les années 60. Et puis après le street. Mais bon, toi, tu es un petit peu comme l'Astérix français. Toi, tu n'as jamais lâché le slalom. Et puis, c'est un petit peu grâce à toi que maintenant, le slalom est redevenu au devant de la scène. Alors, tu vas nous raconter tout ça. On a un petit peu plus d'une heure pour en parler. Et puis, Thierry, maintenant, c'est à toi de commencer avec la première Merci question. mon cher Xavier, merci. Yannis, eh ben, écoute, le point de démarrage traditionnel, c'est peux-tu nous raconter un petit peu comment le skateboard est arrivé dans ta vie? Ouais, merci pour cette question. Ouais, au fait, c'est mon frère, mon grand frère, il a 3 ans de plus que moi. C'est lui qui a emmené la première planche dans la famille. Et je me souviens qu'il avait fait un petit tour d'Europe, etc., avec sa copine et avec leur planche. Et ils sont certainement allés au Trocadéro et d'autres lieux. Et c'est lui qui m'a montré la planche. Et à un moment, il a dit, écoute, mon frère, cette planche, ce niveau-là, tu n'auras jamais. Ah, Et évidemment, quand il était à l'école ou il était ailleurs, moi, j'ai pris sa planche, j'ai essayé. Et ça devait être à peu près 76. d'accord. Et c'est seulement un an plus tard que j'ai commencé vraiment à rouler. Et 78, je suis devenu vraiment accro. Et j'ai acheté ma première planche que j'ai pas fait moi-même. Et voilà. C'est là où tout a commencé. Après, en 79, on a organisé des premières compétitions autour de chez nous. Et du coup, voilà, c'est là où je suis devenu vraiment accro. On a créé un petit club dans le quartier, dans la commune. C'était plus le quartier, on peut dire, parce que ça couvrait pas encore même la commune. Et voilà, on faisait du slalom, on faisait du freestyle, on commençait à construire des petits kick turns ou des Ok, quarter ok. pipes pour faire, Mhm, mhm. voilà, pour faire un petit peu de la rampe. Nous sommes en Suède, là, c'est ça. Oui, voilà, dans la ville de Täby, c'est juste au nord de Stockholm. C'est, on peut dire, un banlieue. Très bien, très bien. Ce qui est incroyable, c'est que tu vraiment as pris le virus, on va dire, à 100%, alors qu'en France, le skate était en train de chuter drastiquement, donc on est en 79. Et Mhm. toi, au contraire, tu as fait comme beaucoup aussi en France, de groupes isolés ont pris les choses en main. Avec les moyens dont tu disposais, tu as recréé quelque chose. Peux-tu nous parler un petit peu de comment progressivement tu es arrivé au fameux skate camp que tu avais Ouais, mis en place? Et ouais, oui, oui, ça c'est. c'est vrai que j'ai peut-être moi, je sentais pas que j'ai commencé dans une période qui était où le skate était en baisse, mais assez rapidement après qu'on a commencé à rouler sérieusement, après qu'on a commencé à faire des compétitions, etc. Les gens ils parlaient déjà de maintenant ça sera le roller, etc. Le skate Mhm. est passé, etc. Mais nous, on avait déjà été mordus, donc il y avait pas raison de changer ou quoi que ce soit. Et je pense que peut-être le fait aussi que le sport diminuait un peu en popularité, ça faisait que nous, on tenait encore plus fortement. Et,
Et peut-être plus on entendait à la télé que c'était passé, qu'il n'y avait plus personne. Voilà, peut-être ça nous a... Oui, c'est ça. En tout cas, c'est sûr qu'on a tout le temps été laissés seuls à faire des choses. Personne nous a jamais rien emmené. Si on voulait faire des compétitions, c'était à nous de le faire. Il y avait bien sûr au début quelques magasins qui organisaient des compétitions. Tant qu'il y avait toujours le commerce. Mais après, c'est petit à petit nous-mêmes qui ont repris pour les compétitions et plus tard aussi pour les fameux summer camps. Ces summer camps en Suède, ils sont mondialement connus, on peut dire. Et je pense que c'est eux qui ont commencé un peu la tendance de summer camp pour le skate. Et c'était à l'origine un magasin commercial qui le faisait. Et moi, je venais au début, première année comme participant, deuxième année pour les aider à construire des rampes. Et d'ailleurs, c'était des rampes qui appartenaient à notre club. On les emmenait sur place, où il y avait déjà un skatepark avec des rampes, mais c'était des vieux rampes de vieux style. Il y avait un genre de, comment on dit, snake run ou comme un ditch ou quelque chose comme ça. Nous, on disait snake run à l'époque. Et nous aussi, on disait snake c'était run. vraiment ça, parce que c'était comme, aujourd'hui, on dirait presque pump track, un environnement, un bitumé. Oui, c'est un peu différent. C'était pas comme un skatepark en béton comme on voyait aux États-Unis. En Suède, c'était en bitume, mais c'était quand même très, très agréable et très rigolo de rouler là-dedans. Le skatepark d'Eromardi sur la côte basque, il était en bitume également. Et effectivement, c'est un petit peu difficile à pratiquer quand c'est en bitume. Mais bon, la différence entre le snake run et le pump track, c'est le pump track, c'est vraiment comme ça, quoi. C'est vraiment fait pour pomper, quoi, d'où son nom, pump track, quoi, tu vois. Et le snake run, d'ailleurs, il y a un snake run, si tu vas au skatepark de Venise, il y a un petit skate run qui est vraiment, c'est une sorte de serpent, tu vois. Et ça, c'est vraiment le style snake run des skateparks des années 80. Et puis, ça, pendant au moins 20 ans, ça a complètement disparu, cette histoire de snake run. C'est clair, hein. Plus pour des piscines. Il y a quelques pump tracks qui ont été faits sans faire des tracés, tout simplement un paysage en bitume. Et il y a un pas trop loin de là où j'habite maintenant. Oui, en France. C'est le pump track ou le skatepark de Vélizy. Vélizy-Villacoublay. Et là, ils ont fait juste un paysage en bitume. Et franchement, c'est le rêve. Hein. Mais il a fallu attendre 60 ans pour pouvoir avoir un skatepark de rêve à côté. De ce type, en tout cas, où on peut juste rouler dans tous les sens. Et c'est ça que j'aime bien. Et même avec une planche de slalom, on roule aisément dans tous les sens. On a quitté la Suède, là, on s'égare, là. Oui, désolé. Mais je reviens sur le summer camp. Donc, à l'origine, c'était à Rättvik, un petit village, petite ville, on peut dire au nord de Suède, mais c'est pas la Suède très, très grande, donc c'est pas du tout loin au nord. Et pendant quelques années, donc, ce magasin avait invité des entraîneurs comme Stacy Peralta, Alain Gelfand, et j'oublie le nom. Oui, Per Welinder, évidemment, il était là comme entraîneur. Et d'ailleurs, moi, j'étais dans la même école que Per Welinder. On habitait la même commune. On a le même âge. On avait le même. J'ai une question à te poser. Donc, au début, les summer camps, ça a été tout de suite de la verte ou c'était d'abord du freestyle et du slalom et après c'est passé vers la verte? En fait, on avait la chance qu'il y avait ce skatepark avec le snake run et sur lequel ils ont rajouté quelques rampes de l'ancien style qui étaient vraiment des U. Des demi-packs, voilà. c'est ça. Alors, comment vous avez eu l'idée, parce que je crois que c'est ça qui a tout changé, vous avez eu l'idée de mettre un plat entre les deux Tout à fait, parois, c'est ça que moi et mon club, on a apporté, parce que dans ce skatepark, il y avait ces vieux rampes. Et voilà, vous connaissez bien la sensation de faire les U comme ça. On a le temps de rien faire, etc., parce que ça va très vite et le diamètre est petit. Et nous, dans notre club, on a eu la chance d'acquérir un vieux rampe que plus personne n'en voulait.
Mais nous, on a vu le potentiel parce que la structure en alu était de bonne qualité. On a vu la possibilité, avec une structure en alu en dessous, on peut facilement le démonter. Et on met des nouveaux plateaux et on peut le monter et démonter au besoin. Et donc, on a apporté à cette summer camp ces rampes et on a eu l'idée de mettre plus de plats entre les deux parties. Ouais. Et comme c'était déjà très grande, il devait faire 3,50 m sans compter la partie verticale, qui n'était pas important, mais qui rajoutait quand même 10-15 cm, quelque chose comme ça. Et avec ça, avec cette grandeur, on avait tout simplement plus de temps. Et on prenait plus de hauteur, plus de vitesse, etc. Mais en ayant une sensation de lenteur quand même. Parce qu'il était De sécurité. sécurité. Bien sûr, c'était effrayant Ouais. d'être en haut. Hein. Parce que si tu as du plat, tu peux te récupérer, tu vois, c'est plus facile, tu vois, de reprendre ton équilibre et pour repartir puis tu as le temps d'anticiper ta figure, hein, c'est sûr. Exactement. C'était ça qui était important, ce que tu dis, Thierry, parce que tu as le temps d'anticiper, tu as le temps de bien l'exécuter, etc. Et ça a vraiment fait un boom au skate vert en Suède. Et ça faisait plaisir même à tous les Américains qui venaient là aussi. La première année, c'était McGill et Caballero. Et on avait fait une rampe qui faisait 3,60 m de large. Mais même ça, ils ont beaucoup apprécié. Ils ont commencé à le skater même sans avoir construit les plateformes là-haut, etc. Déjà des trucs. Sans les plateformes. Les années après. Donc, comment ils faisaient pour dropper? Ils montaient et ils droppaient comme ça sans la plateforme? Au début, on n'avait pas la plateforme, tu étais obligé de courir dans la rampe. Mais c'était juste le premier jour. Après, on a mis les plateformes. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, eux, c'est des fous furieux. Ils arrivent, ils ont déjà 3 ans d'expérience. Oui. Eux, c'est déjà des rock'n'roll, mais sans le plateforme. Comme ça, pas de problème, elle est implante et tout. Mais après. Mais comment vous avez réussi à avoir McGill et Cab? Comment vous les avez invités? Vous avez montré des photos de la rampe en disant venez, c'est mieux chez nous. En fait, ça a commencé doucement parce que la première année, c'était 79. Et à l'époque, c'était Mike Weed et Bob Skolberg qui étaient là. Et en 80, c'était Stacy et Alain Gelfand. Donc, tout le monde savait que ça existait. Et vu que Stacy avait été en Suède, lui, il a choisi McGill et Caballero l'année après. Et voilà. Et tu dis comment on a fait. Bon, à l'époque, le skate n'était pas si populaire. Je veux dire, il n'y avait pas des grandes célébrités. C'était juste des skateurs qui avaient envie de skater. Et donc, Stacy leur a demandé, mais est-ce que vous voulez venir en Suède pour quelques semaines? Vous serez entraîneur. J'imagine que tous les deux, ils ont dit, mais nous, on n'est pas des entraîneurs. Hein. Mais de toute façon, à l'époque, vous savez bien, on ne cherchait pas des entraîneurs, on cherchait juste des skateurs. Avec. Mais je pense de toute façon que ça doit être Powell qui a dû leur payer le voyage, j'imagine, non? Parce qu'à l'époque, ils étaient sponsorisés par Powell déjà, McGill et nous, en tant qu'organisation, on a payé le minimum, c'est-à-dire on a payé le voyage et bien sûr le logement et tout ça. Mais en gros, ils n'ont rien eu comme salaire. Donc ça a duré combien de temps les skate camps? Nous, on a emmené la rampe dans cette autre ville en 81 et 82. Ça faisait donc déjà 4 ans que c'était sur ce lieu. Ensuite, le magasin a voulu, je pense qu'ils sont d'ailleurs fermés, ils ont voulu arrêter le camp. Et du coup, nous, comme étant la fédération suédoise de skate, on a repris le relais. Et moi, j'ai vu la possibilité de le faire dans ma ville natale. Et on a trouvé un lieu là, et moi j'avais une bonne collaboration avec la commune et tout ça. On a construit un rampe on a fait le même rampe, mais cette fois-ci 10-12 mètres de large. Ouais, oui.
Et on a fait aussi un mini-rampe. Et sur ce site, qui était un ancien aéroport, comment on dit, naval, c'est un peu bizarre, n'est-ce pas, pour des avions qui font ce départ solo. En tout cas, il y avait des gros hangars et devant un des hangars, il y avait un petit parcelle en béton parfait. Le truc de rêve, du style 10 fois 10 mètres, ouais, quelque chose comme ça, peut-être 25 fois 25, je ne me souviens pas de tout, mais vraiment parfait pour le freestyle. Et du coup, vu qu'il y avait un bon endroit pour le freestyle, on a, je pense, remplacé Pavel Lindell, qui était un des meilleurs freestylers du monde, mais on l'a remplacé par Rodney Mullen, qui était évidemment encore meilleur. Des pointures. Et donc, 83, 84 et 85, on l'a fait dans cette ville-là. Alors, est-ce que tu faisais également des compétitions de skateboard sur cet aéroport ou pas? Des compétitions de slalom? Non, pour le slalom, je crois que tu nous avais c'était raconté... un peu moins bien. On a fait une année, on avait un entraîneur slalom, mais le site ne se prêtait pas si bien. Donc, c'était vraiment le freestyle et la rampe qui étaient le grand truc. Et je dois vous raconter que justement, cette rampe et cette lenteur, et tout ce qu'on a raconté comme bien, ce qu'on a découvert avec ce rampe, une fois qu'on a rajouté le largeur et le plat et tout ça, c'est qu'en 84, Mike McGill, il a fait pour la première fois le McTwist, le 540 dans cette rampe. Ça lui a vraiment permis quelque chose qui n'était jamais fait avant, dont tout le monde avait rêvé. N'est-ce pas? On a fait le 180, on a fait 360, mais le 540, c'était inimaginable. Très bon marketing. Ouais, mais il a fait, et voilà, c'est la base maintenant de tout le skate qu'on voit aux Jeux Olympiques ou même dans le snowboard. Hein. C'est génial. Et l'année après, l'année après, Tony Hawk est venu. Et lui, il voulait bien sûr faire quelque chose lui aussi. Donc lui, il a fait la première 720. Oh là là. Donc c'est pas mal. Donc sur 2 années, on est passé de 360. Mais attends, t'es en train de raconter ça là. Et je me rends compte que les meilleures figures, même si elles ont été faites par les Américains, elles ont été faites sur le territoire européen, en fait. Parce que c'est pareil, Tony Hawk, qu'il a fait son 1080, il l'a fait à Paris, il y a une dizaine d'années. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, tu parles de 900 peut-être, mais... Oui, c'est ça, ouais, c'est le 900. 900 parce qu'il a mis beaucoup d'années d'arriver à 900 après. Hein. À Bercy, me semble, qu'il a sorti ça. C'était pas, comment ça s'appelle, au palais, au musée, il y avait un musée des arts modernes, un truc comme ça. C'était pas une sorte de X Games ou une compétition. Je pense que le premier fois, il a vraiment fait aux X Games. Je pense que c'est aux États-Unis. Oui, c'est ça, mais à Paris, je crois. Moi, s'il y a des gens dans l'audience qui en savent un petit peu plus que nous, profitez-en pour nous dire où est-ce que ça s'est passé. Et donc, ça c'est bien connu. Le Summer Camp, il a duré quelques années. Comment ça s'est passé par la suite? Parce qu'il y a eu quand même des Français qui sont venus là-bas. Ça faisait 7 ans qu'on l'a organisé. Et ensuite, avec des participants de toute l'Europe qui venaient, même quelques Américains ou Américaines qui venaient participer. Mais pour l'année 86, on avait prévu de continuer, mais il y avait un skate camp qui se préparait en France. Et ils nous ont un peu volé la vedette. Et ils ont voulu faire la même chose, etc. Et nous, on a senti qu'on aura moins de participation cette année-là. Et on a décidé de se retirer et de faire une pause. Et finalement, c'était un arrêt. D'accord. Et depuis, il y a quand même beaucoup d'autres pays qui ont fait la même chose. Hein. D'abord la France avec les skate camps de Bourges. Et après, ça a continué dans la République tchèque, aux États-Unis, etc. Hein, c'est cool. Et puis la grande classique à Munster, donc l'Europe a toujours des événements phares
Oui, oui, oui. Justement, en Allemagne, à la ville de Münster, où il y avait le Titus, le grand Voilà, distributeur allemand, Titus, c'est ça. et voilà, Ouais. qui organisait les compétitions freestyle, slalom, rampe et bien sûr street, parce qu'on entre dans cette période-là. D'accord. Tu as été, toi, faire du slalom à Münster? Ah, plusieurs fois, oui, oui, tout à Ah, fait, bien. tout à fait. Ça, c'est pas un Münster, mais cette photo-là, c'est une compétition qui se faisait chaque année en Suède à l'intérieur. Et c'est d'ailleurs un des premiers endroits où on a utilisé la rampe aussi. Hein. Mais là, ils ont construit un sol en bois pour le slalom. Ouais. Ah bah, d'accord. Ouais. Ouais. Alors, on va revenir au slalom parce qu'en Mm. fait, bon, toi, tu as aidé tous les autres à faire de la verte et tout en organisant. Mais toi, alors je sais que toi, tu fais du skate, tu fais un petit peu de tout, quoi. Mais toi, ton truc à toi, c'est vraiment le Oui, slalom, oui, c'est tout à ça? fait. Hein, tout à fait. Au début, Ok. je faisais beaucoup de freestyle aussi, évidemment un peu de rampe, mais j'étais pas assez fou furieux pour continuer la rampe, je pense. Le freestyle, j'aurais bien pu continuer, mais vu que je me orientais de plus en plus vers les organisations de compétition, etc., j'avais tout simplement moins de temps pour moi-même. Et du coup, je me suis concentré sur le slalom. Et c'était aussi une période où vraiment il fallait commencer à se concentrer. On ne pouvait plus être superstar dans toutes les Faire de tout. disciplines, même si des gens comme Pierre-André Sénisserge ou José de Matos, ils maîtrisaient José, toujours ouais. toutes les disciplines classiques. Mais eux, ça leur manquait évidemment la rampe. Ils ne savaient pas parce que c'était tout simplement pas encore inclus Oui, c'était pas dans les rentré dans les championnats mœurs. d'Europe, etc. Mm. Donc eux, ils ne sont pas donnés. Ouais. Ils sont faits certainement comme moi, hein, mais ils savaient peut-être pas le niveau pour les grandes compétitions. Donc je me suis concentré sur ça et je me suis quand même entraîné pas mal là-dessus. Et ça occupait déjà mon temps. Ah, on voit le rampage, là. Ouais, Ça, ça c'est c'est la le rampe, rampe. justement, la première année qu'on l'avait emmené en Suède. Et on voit devant, si je commence à côté droite, ouais, je voulais juste montrer qu'il Attends, y a je vais revenir, McKill voilà. et Caballero qui sont là. Caballero, c'est le petit gamin, là, numéro 3. Ah oui, attends. C'est pas celui, c'est pas le En troisième sur bleu. la gauche, c'est C'est ça? le Le troisième sur la droite? troisième en commençant à droite. Ouais, Et en c'est ça. bleu. Ouais, ouais, Eux, ouais, là, ouais, c'est ouais. McKill. Wow. Et juste derrière McKill, il y a Pavelinder. Et moi, je suis à peu près au milieu avec en blanc, à côté de la fille en blanc et avec les lunettes. Ah, avec les Ouais, lunettes noires, ça là. c'est moi. Ouais, toi, t'es Ouais, incognito, ouais, c'est ouais, ça? je me cachais un peu derrière. Mais j'ai quand même emmené ma copine. C'est juste derrière l'Iroquois. Oui, c'est. Non, mais c'est ce qui est marrant. Vous voyez comment on était cool et simple. Je veux dire, ces gars-là, ils étaient tout simples comme skateurs. Ils n'étaient pas encore mondialement connus. C'est sûr. Moi, tu sais, même mondialement connus, ils sont encore très, très Oui, simples, oui, hein. oui, ça. Moi, j'ai la chance, parce que j'habite à Los Angeles, j'ai la chance de les Mhm. côtoyer. Ils sont encore très simples, quoi. Tu vois, tu skates avec eux, ils te disent, bah, vas-y, c'est ton tour, Ah, quoi. mais Vas-y. il y a des coachs et des Hein, skateurs voilà. qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Hein. C'est extraordinaire la fraternité qu'il y a. Ouais. Ouais. Absolument. Et d'ailleurs, je les ai rencontrés il y a quelques années. Ils sont venus en Suède pour faire un film qui avait le but au début de parler de cette rampe et parler de cet exploit, le premier McTwist, le premier 540. Donc, ils sont revenus et je les ai rencontrés tous les deux quand ils venaient faire quelques petites scènes, etc. Justement, retrouver les rampes euh, logées dans une forêt quelque part. Ils avaient un petit peu été perdus et vendus et tout ça. On les a retrouvés, ils sont venus et on a filmé quelques clips avec eux pour faire ce film qui est maintenant. D'accord. Xavier, fais voir la photo d'avant. J'ai l'impression que c'est Ouais. le, Celle-là? voilà, derrière, on voit la fameuse rampe, mais sans plateforme. Ouais, Ouais. non, ouais, mais ça c'est un vieux qui était dans le skatepark. Et ça Ah, c'est ok. le bitume du skatepark, mais ça c'est un vieux et plus petit.
Et on voit Mike McGill Ouais, arriver c'est là. ça. Ça, c'est un demi-tube en fait. C'est pas une rampe avec le plat au milieu. C'est juste un Ils avaient demi-tube, mis c'est ça? peut-être 1 mètre On de voit pas plat, bien, mais mais c'était pas assez. ouais, Ils c'est avaient ça. D'accord. tenté, cette Ouais, année-là, ouais, ils ouais. avaient tenté d'allonger un petit peu. Là, Mais vous on est voyez le vraiment plat, ok, hein. dans les débuts de la big ramp, quoi, en fait. Hein. C'est un peu archaïque, mais sortir du rampage, le U parfait, saoulant et fatigant et compliqué à Ouais. gérer, tout de suite trouver ces améliorations pour permettre de s'envoyer dans les airs, c'est le cas de le dire, et enchaîner toutes sortes de figures. C'est vraiment tous les débuts. Après, ça a poussé un petit peu comme des champignons hein, Ouais. dans votre sillage. Il y a eu La Rochelle, il y a eu Cholet, Nantes, Bourges, Paris. Voilà. Et tout le monde ne pouvait pas vraiment s'offrir ce genre de mobilier. C'est pour ça que c'est resté quand même assez marginal quoi, comme pratique. Hein. Mais les Américains, avec leur pratique, comment dire, quotidienne, skatepark et autres, ils ont toujours le niveau. Quoi. Si demain on faisait un contest de big ramp qui a eu tendance à disparaître ces dernières décennies au profit des skateparks, je pense qu'on ferait un bel event. Quoi. Ouais, mais ça revient maintenant, hein, World Skate, ils reprennent la rampe comme discipline et il est assez probable que la rampe sera inclue aux Jeux Olympiques 2028 à Los Angeles, Ah Ah, ouais. en troisième discipline. ah, ça c'est Ouais, Peut-être c'est bien. un secret, mais c'est ça que j'ai entendu. d'accord, d'accord. Parce que les plus belles figures, Ah, celles qui ont été créées, c'est là-dessus. C'est pas un skatepark. Hein. Hmm. Oh, mais ils font des choses incroyables dans le skatepark aussi. J'adore. Oui, oui, bien oui, évidemment, oui, parce oui, que oui, vu oui, la oui, oui. variété des formes, des degrés, etc., Hmm. toutes les lignes qu'il y a inimaginables possibles, c'est sûr que c'est différent, c'est beaucoup plus varié. Ouais. Mais en big, il y a quand même des runs qui sont assez exceptionnels. Quand on voit les pointures là, que tu as eues dans le Summer Camp, ça fait rêver, quoi. C'est des moments exaltants que tu as vécu quand même. Oui, 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 tout à fait. On est pas mal fiers quand même d'avoir apporté ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'on ne les a pas inventés, on les a tout simplement achetés et, 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 Mhm. et Et réhabillés. modifié. Ouais, Parce ouais, que ouais. tel que c'était fait. Alors, on va continuer. Donc, en 81, donc, tu as commencé à venir en France régulièrement et en 81, tu as participé à la Coupe d'Europe au Trocadéro, Oui, c'est tout à ça? fait, tout à fait. Ouais, ouais. Alors, ça, c'était, tu faisais quoi? Du free et du Euh, slalom? Il y avait un petit peu de rampe, non? Il y je avait une pense rampe que cette année-là, il en y avait. 81 au Je Trocadéro, non? suis pas sûr qu'il y avait un ramp cette année-là, mais de toute façon, j'avais déjà Mhm. arrêté le freestyle de haut niveau. En tout cas, je n'avais pas le niveau. Hein. Donc, j'ai fait que le slalom Ouais, et j'ai ouais. fini 9e. Voilà, j'avais aucune chance. On a bien vu, j'ai bien vu Chaussée, par exemple, qui s'entraîne tous les jours au Trocadéro, etc. Oui, Moi, franchement, j'avais aucune chance contre lui. Hein. Mais ça m'a juste motivé de continuer. Hein. oui, Et je pense aussi, moi, j'avais roulé beaucoup trop sur le plat et pas assez dans les grandes pentes, etc. Oui, ça change la donne au niveau de la puissance de relance, hein, ça n'a plus rien à voir. Là, hein. Vu que tu as la pente, ça te modifie la programmation du corps habituel. Quoi. Ouais, tout à fait, oui. mais Bah, ça, après, je suis quand même devenu celui qui a peut-être le plus roulé au Trocadéro. Pas plus le nombre de fois et tout ça, mais avec toutes les compétitions qu'on a organisées après. Ah bah oui, 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 oui. Ouais, oui. Donc, c'est devenu un peu ma maison, hein, même si je n'ai pas grandi là. Hein. Donc, oui, vas-y, alors, Xavier, vas-y, vas-y. non, donc en 80, on va avancer parce qu'il y a plein de choses à raconter. Donc en 84, tu as créé l'Association of European Skateboarders, c'est ça? Oui, c'était un petit peu une mutinerie contre la Fédération Ouais. européenne à l'époque. Tiens, comme c'est Ah, bizarre. ça nous intéresse. Ça nous intéresse. Vas-y, Ouais, non, raconte. mais c'est parce que jusque-là, la rampe n'était pas vraiment reconnue comme discipline. Et pour nous, tous les skateurs de toute l'Europe, etc., c'était évident qu'il fallait quand même l'inclure comme discipline officielle. Et on sentait un peu comme la fédération européenne, qui était essentiellement gérée par des pays d'origine du ski, hein, la France, la Suisse, Oui, l'Italie, etc., qui étaient un petit peu conservateurs. Mhm. Et on a décidé oui, de quitter ça et faire une nouvelle fédération européenne. On ne pouvait pas utiliser le nom, dont on a pris un autre nom. Et c'est nous qui avons repris ensuite l'organisation annuelle
de championnat d'Europe. Et du coup, moi, j'étais peut-être celui qui a pris l'initiative à cette mutinerie. Et du coup, je suis devenu le président de cette association jusqu'à 87, où j'ai organisé le championnat d'Europe en Suède. Et après, c'est devenu normal que celui qui organise Donc, c'était championnat d'Europe parallèle ou championnat d'Europe avec la fédération européenne? Avec la fédération qui était le seul, maintenant, c'était le nôtre. Ah, ok. Ta fédération, c'était la seule. Le jour qu'on l'a commencé, toute autre chose a disparu. Parce que nous, on a ce qui prouve bien quelque part que c'est vous qui aviez raison. Enfin, j'en doute pas, mais bon. Oui, on peut dire ça, mais bon, on avait le sentiment que ça a été repris par les skateurs pour les skateurs. Tu me l'as enlevé de la bouche. Hein, voilà. Moi, j'ai une petite anecdote là, parce que moi aussi, j'ai fait du ski, j'ai fait de la compétition de ski et je suis moniteur de ski. Mais bon, quand on a commencé le skate et les slaloms et tout, c'est vraiment ce que tu as dit. C'est-à-dire qu'on a copié les règlements du ski et on les a appliqués au skate. Bon. Mais le problème, c'est que le ski et le skate, c'est complètement différent. Et il y a une des choses avec Thierry, on en parle tout le temps, enfin moi, ça m'a énormément frustré à chaque fois qu'on faisait des compétitions de slalom, c'est que durant ces années-là, on ne pouvait pas essayer les pistes, tu vois, parce que ça sur avec des pentes, et donc toutes les pentes sont différentes, les revêtements sont différents, donc en ski, c'est interdit. Tu peux pas passer sur le tracé du slalom. Pourquoi? Mais il y a une raison, c'est parce que c'est de la neige. Donc, si tu passes sur le tracé, tu abîmes la neige, tu vois. Donc, c'est logique. Mais en skate, c'est du béton, tu vois, c'est de l'asphalte. Donc, avec Thierry, on a toujours été très frustrés, notamment quand on avait été au championnat d'Europe à Zurich, où ils nous ont complètement interdit d'essayer la piste, tu vois, et ils nous menaçaient de nous exclure de la compétition. Même en France, hein, plusieurs fois, quand on a fait le premier championnat de France à Bayonne, on y avait été la veille, malheureusement Thierry n'était pas là parce qu'il s'était ouvert le ventre, mais bon, avec José, on avait été le jour d'avant. La nuit, tu vois, avec José et avec Jean-Pierre Marquand, mais on a fait ce qui était 10 minutes, quoi, tu vois. Et le jour d'après, le jour de la compétition, ils nous ont complètement interdit, tu vois. Et c'était assez frustrant parce que la piste, enfin la route de Bayonne, elle était beaucoup plus pentue et beaucoup plus de pentes que le Trocadéro. Et donc, exactement ce que tu viens de dire, quoi, tu vois. Donc, si tu prends trop de vitesse, au bout d'un moment, tu ne pouvais que t'écraser parce que tu avais pris trop de vitesse, tu vois. Et donc, ce que tu nous disais également, c'est que quand vous êtes arrivé, vous n'avez pas adapté le ski au skate. Vous avez dit, voilà, le skate, c'est différent. Donc, par exemple, tout le monde peut utiliser les pistes pour commencer à s'entraîner, s'échauffer, comprendre comment ça marche, comprendre comment est le revêtement, la pente, etc. Et ça, pour moi, ça, c'est vraiment le skate. Tu oublies, Xavier, au passage, que, pardon, Yanni, qu'à Zurich, quand on avions fait cet événement, les portes un autobus pouvait passer entre les portes. Hein, que maintenant, la réglementation, c'est 1,50 m, c'est parfait. Qu'avant, c'était que des longboards avec des portes énormes. Et nous, on était vraiment très, très défavorisés avec nos petites planches, quoi. Ouais, je comprends. Ouais. Non, mais je pense que c'était essentiellement l'inclusion de rampe qui nous a emmené à ça. Et un peu plus de respect aussi, parce que c'est arrivé une fois qu'on a fait du slalom sur une route ouverte dans un sens. Nous, on descendait, ils avaient bien fermé le côté où on descendait, mais l'autre côté, ça montait et il y avait des voitures qui montaient pendant la compétition, etc. D'accord. Donc, je m'excuse, je reviens 2 minutes. Donc, on va continuer, je te dis, parce qu'il y a plein de choses à dire. Donc, en 86, toi, ton truc, c'est vraiment le slalom. Donc, en 86, tu commences un magazine qui s'appelle Slalom Magazine. Tout à fait. Encore une fois, peut-être un peu à cause du déclin de skate en général et de ma discipline en particulier. Et vu que nous, on n'était pas vus dans
dans les grands magazines Transworld et Thrasher, etc. Peut-être une fois par an, on avait une petite photo là-dedans, mais on avait quand même besoin de s'échanger plus, faire savoir aux autres qu'il y a des compètes, etc. Et de temps en temps, publier des petites photos de nous-mêmes, etc. Du coup, j'ai commencé ce petit magazine. Il y en avait plein d'autres à l'époque. Beaucoup de skateurs faisaient des petits magazines comme ça. Donc, moi, j'ai fait ce magazine que j'ai distribué partout où je savais qu'il y avait des slalomers. Hein. C'était pas vendu dans les magasins ou dans les skate shops. C'était tout simplement un petit dépliant que j'ai envoyé par la poste. T'en faisais combien par an? 5, 6, 10? Ouais, plutôt 3, 4, 5, grand maximum. Non, Ouais. je pense peut-être même jamais 5. Et j'en ai fait Et 25 au total dans l'histoire. Hein. bon, Ouais. c'est bien. Et donc, pourquoi tu as arrêté? Parce que le slalom s'est arrêté, c'est ça? Non. Oui, ouais, ça s'est calmé à peu près en 95. C'est Ouais. que jusqu'à 95, on avait bien maintenu le niveau, les compétitions de haut niveau, tout ça, l'échange, les camps et tout. Et en 95, on a fait une compétition qui était difficile à battre, une compétition uniquement en slalom, mais qui avait 9 disciplines. 9, Au Trocadéro, 9 c'est ça? disciplines de quoi? oui, 9 disciplines de slalom. Et attends, moi j'en connais parallèle, spécial, géant, Ouais, quoi. ouais, ouais. C'est quoi? Non, mais C'est c'était autre. exceptionnel. Déjà parce on avait 2 lieux, donc ça doublait un peu les disciplines classiques, spéciales et Salut sprint. Naomi. Mais on avait aussi un banked slalom dans un petit skate park qui avait quelques modules comme ça. C'était Ah, presque comme un slalom obstacle, quelque chose comme ça. c'est pas mal. On a aussi fait un genre de marathon où il fallait faire le tour d'un lac. Et on a fait la Super. discipline peut-être le plus important, c'était les 100 cônes, 100, 100 le numéro 100, Ouais. cônes. C'était très important parce que Martin Sweeney, quelques années avant, c'est un Anglais, Mhm. très très fort en slalom, il avait battu un record du monde qui est devenu le record du monde de Guinness. Mais il ne nous a pas invités. Il a fait ça tout seul chez lui. Et donc, on était un peu fâchés. C'est des petits malins. C'est inadmissible. Qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà. Et du coup, on ne savait pas à l'époque l'histoire non plus que les Anglais, ils avaient déjà fait ça depuis plusieurs années. Et Martin Sweeney n'a pas fait le premier record, il avait tout simplement fait le dernier. Mais nous, on ne savait pas. On était fâchés, on était jaloux. Donc, on a décidé qu'on va le battre. Ah, Donc, on a organisé cette compétition, on a invité tous les Européens, etc. Vous avez fait 101 Non, 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 cônes. on a fait 100 parce que c'était le temps qu'il fallait battre quand même. Et on a organisé la compétition telle que celui qu'on pensait le moins fort commençait la compétition pour qu'on soit le plus Ouais. nombreux possible à battre le record du monde. Donc, quand on commençait Oh. à arriver vers les 5 meilleurs, on commençait déjà à battre les records, etc. Donc, moi, j'ai eu la chance d'être parmi ceux qui ont battu le record ce jour-là. Mais j'ai pas Ouais. fait le record parce qu'à la fin de la journée, c'était l'Italien Luca Giammarco qui a remporté le médaille. ah ouais, ouais, très fort lui. Ouais. Et à partir de là, ce record mondial-là, il est resté, je sais même pas, 15 ans, quelque chose comme ça. Hein. Ouh, Peut-être même plus. 15-18 ans avant que ça ait été battu à nouveau. bah dis donc. Mais je pense ce Martin Sweeney qui avait donc le record précédent, on doit quand même lui remercier parce que je pense que c'est lui qui a fait revenir le slalom. Parce Ah, qu'on entre dans les années 2000, YouTube ou d'autres sources vidéo commencent à exister ah, ah, et son vidéo circule. Ouais. Et les gens, ils voient un fou furieux qui passe sur un Ouais. circuit automobile sans cône, sans toucher un seul. Il a les cheveux qui Ouais. se baladent dans l'air comme ça. Il porte même pas de casque. Il a malheureusement pris beaucoup de poids.
mais il est quand même extrêmement rapide. Ouais. Il était tout mince avant, il a pris du poids. Il bat quand même ce record. Et plein Oh là là de là là monde. Ça là a là. été montré des millions de fois, ce vidéo. Si tu cherches, tu vois, slalomeur, Ah record oui, du monde, etc., à il a visionner. vraiment aidé à populariser le slalom. Alors, le skate, ça a toujours eu des hauts et des bas. Le slalom, c'est pareil. Donc, à la fin des années 90, pratiquement, c'était mort, quoi. Il n'y avait plus de compétition, il n'y avait plus personne qui en faisait. Ou comment ça se passait? C'était quoi Ouais, c'est vrai qu'après cette compétition incroyable qu'on a fait, nous, moi et mon copain Corky, avec qui j'ai toujours tout organisé, on a décidé jusque-là, priorité skate. Après ça, priorité boulot. Mhm. Et de temps en temps, il faut travailler quand même. Et du Oui, coup, on a Il fait faut un gagner de pause, l'argent. nous, dans les organisations, et malheureusement, euh, personne n'a suivi, hein, ou tout le monde nous a suivis dans le repos. Et ah, du ok. coup, quelque part, on a un peu tué le sport en 95. Et on remercie les Américains qui ont réveillé le sport en 2001. Ah, c'est très bien ça. Mhm. Ouais. Ouais. Alors, eux, ils ont commencé en 2000. Est-ce Et le premier ou le prochain, je veux dire, le premier championnat du monde aux États-Unis dans la nouvelle période, c'était en 2001. Et Ok. après on ne Ouais. s'est pas arrêté. Et à quel moment tu nous sors cette fameuse petite revue que tu fabriquais toi-même, Slalom? Ouais, je l'ai commencé à 86 et j'ai continué jusqu'à 95 et après j'ai fait la pause. Et tu as repris ou c'est toujours resté? Ouais, on l'a repris en 2004 et en pensant que maintenant on va vraiment le relancer à nouveau. Mais 2004, c'était la période Internet et tout Ah ça, oui, bien sûr. forums, réseaux sociaux, Ah, etc. Oui. On s'est dit, c'est peut-être passé de faire un magazine. On avait fait une quand même parce qu'on voulait faire un à l'occasion de Paris Slalom World Cup au Trocadéro. Donc, on a sorti numéro 24 en 2004. Mais sinon, c'était focus Internet. On a créé un forum. On a voulu le nommer peut-être Slalom Online, quelque chose comme ça. Et voilà, on a donné toute notre énergie dans le site web. Oui, Et faisant partie de cet site web et aussi le classement mondial de slalom. Et ça, c'est géré par mon copain Corky, que j'ai mentionné avant. d'accord. Et lui, c'est un fou de maintenir cette base de données de tous les résultats, de toutes les compétitions au slalom partout. Et à la fin de l'année, on calcule le classement mondial. D'accord. Et dans le slalom, vous avez des slalomeurs dans combien de pays que ça représente à peu près? C'est à peu près 15 pays qui sont vraiment actifs. Mhm. Avec quelques personnes comme ça dans quelques pays en plus, mais plus isolés, hein, mais c'est à peu près 15 pays qui font vraiment des compétitions. est-ce que c'est les mêmes pays qui sont dans le street et la rampe? Est-ce que c'est les mêmes pays qui font le Euh, slalom ou est-ce que c'est des pays différents? Parce qu'il y a le street et la rampe, il y a le Japon, les États-Unis, le Brésil, l'Australie, la France, et la Chine, l'Angleterre, évidemment. ouais, la Chine. Mais bon, et donc Mais le slalom, c'est les à, mêmes pays ou c'est à d'autres la pays? base, c'est peut-être les mêmes pays, mais si tu regardes les Ouais, pays les plus forts, euh, historiquement et même maintenant, c'est États-Unis évidemment, mais peut-être pas le ouais. plus fort. Et il y a aussi Lettonie et République tchèque. Ah ouais, Et Ah oui, ah jusqu'à ouais. un moment, je dirais que la Suède était là-haut aussi parmi les 3, 4, 5. Maintenant, Brésil, ça reprend le relais. Donc, on doit compter le Brésil parmi les meilleurs en ce moment. Et le Japon, ils sont là, mais on n'a pas beaucoup échangé avec eux. Mais depuis 2022, ils sont sur le circuit aussi. Et il y a des sacrés talents au Japon. Et en Australie, voilà, pareil. Ils ont commencé surtout en 2022 à commencer à envoyer vraiment des équipes mhm. dans des grandes compétitions. Voilà. Alors, il y a Steph qui nous dit que, oublie pas de parler de la plage bleue en Mais en 94. fait, c'est ça que j'ai déjà fait. Il C'est en a ça la compétition avec Ouais. 9 disciplines.
C'est ça qu'il Ah, disait C'est tout né à à l'heure la avec ah, ok, moi. ok. Ouais. Et on l'a fait en 94, on l'a fait en 95. Ah, Ok, ok. Et donc, alors après, tu as créé International Skateboard, l'association, la ISA. oui, c'était déjà en 90. Parce qu'après Ouais. les années que je me suis beaucoup battu pour qu'on a des rampes, pour que tout le monde puisse faire des rampes, que ça soit une discipline acceptée, qu'on a un règlement international pour la rampe, etc. Et j'ai décidé que je travaillais trop pour les autres et maintenant je voulais faire quelque chose pour mon sport à moi. Et du coup, j'ai fait le magazine. Suite au magazine, on s'est rassemblés régulièrement et on commençait à décider un règlement international. Et avec ça, on a dit, OK, mais on crée une fédération qui est que pour le slalom. Et l'avantage avec ça, c'est qu'on commençait à faire des compètes où il n'y avait que le slalom. Parce que Ouais. jusque-là, tous les grands championnats d'Europe, etc., slalom, c'était un petit parenthèse parce qu'il y avait aussi le freestyle, il y avait le saut en hauteur, il y avait les rampes, il y avait le street et tout ça. Évidemment, il n'y avait pas beaucoup de place, même si on faisait souvent 2 disciplines slalom, Mhm. c'était assez souvent juste 2 runs, en tout cas pour ceux qui n'étaient pas les meilleurs, il n'y avait que 2 runs dans chaque discipline et c'est terminé. Hein. D'accord. Et du coup, on commençait à faire des compétitions où on fait tout le week-end que le slalom. Et du coup, on pouvait faire minimum 3 disciplines. Euh, et, et, euh, et voilà, on pensait que à nous. On a laissé tous les autres et on a dit, Ok, ben, ok. fais tout ça pour nous. Et Donc, ça, donc toi, tu t'es occupé de la ISA pendant presque 25 ans, oh, c'est ça? Et pendant très très longtemps, vous étiez complètement indépendant. Donc, vous avez des comptes à rendre à personne, juste à vous et aux skateurs qui participaient aux compétitions, c'est exactement. tout. Oui, on est Ok. totalement indépendant de toute autre fédération internationale, même celui que j'ai créé moi-même, qui avait déjà disparu après, mais quelques années plus tard. Non, 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 on a continué. Et ce qui nous a alimenté pendant cette période-là, c'était l'arrivée des pays de l'Est. Et ça, pour moi, c'était un truc incroyable parce que slalom était un peu en déclin comme ça en Europe. Et même si nous, on le maintenait à un bon niveau, on se connaissait tous. On avait déjà fait toutes les challenges, toutes les compétitions et tout ça. Et je pense qu'on aurait pu s'arrêter là. Parce que, voilà, vous voyez, c'est un peu mature, etc. On a tout Ouais. fait. Et arrive l'ouverture des pays de l'Est. Et même avant l'ouverture, on a pu voyager dans les pays de l'Est et découvrir que là, il y a plein de slalomers, il y a plein de skateurs. Et, euh, et bien sûr, comme dans les autres pays, c'était une des premières disciplines qu'ils ont pratiquées. Et du coup, ça nous a vachement motivés. Moi, personnellement, c'est ça qui a fait que j'ai continué le skate. Hein. Et Mhm. pour encore plus faire dans le magazine et dans l'association ISA, etc. Bien Non, sûr. et on voit jusqu'à aujourd'hui, je ne vous ai pas mentionné Russie comme un des meilleurs pays, mais la Russie a aussi des très, très bons slalomers. Hein. Maintenant, ils ont été isolés hein, pour des raisons qui le méritent. Peut-être pas les skateurs individuellement, mais le pays. Mais c'est pour ça qu'on a les pays baltes avec Estonie, Lettonie, Lituanie euh, qui avaient des planches, parce que même à la période soviétique, ils faisaient des planches. Ils avaient des bons planches, des bons trucks, etc., mais pas du tout comme les planches californiennes pour la rampe. Mhm. On Ouais. restait avec la génération avant, des copies de bonsaï, etc. Mais c'était des planches qui se prêtaient très bien pour le slalom. Et du coup, voilà, on a commencé à échanger avec eux, avec la République tchèque euh, euh, et l'Allemagne de l'Est, etc. C'était fantastique. Hein. Et on voyait leur équipement et eux, ils voyaient notre équipement et tous les deux se scratchaient la tête. Mais c'est quoi ça? C'est incroyable. Comment ils Mais font? comment ils font? Ils étaient aussi forts que nous et avec du matos qui ouais, tenaient pas. Hein. Mais les trucks, ils tournaient quand même. Et, et les planches, finalement, on a prouvé qu'on n'a pas besoin d'avoir des planches extraordinaires. On peut rouler avec un morceau de bois aussi. C'est vrai, c'est Ouais, vrai. ouais, ouais. D'ailleurs, je t'en avais parlé, j'en ai mis un aperçu dans mon ouvrage, l'évolution des planches de slalom par rapport aux années 70 qui étaient flex,
en alu, sandwich caoutchouc, polyester et compagnie. Là, on revient à de la planche bois, a priori. Plus de précision peut-être, des appuis peut-être moins, je ne sais pas comment, quelle différence ça fait. Non, je pense que le choc, c'était autour de 2004, 2003, 2004, etc., où Luca Gianmarco, ce que j'ai mentionné pour la compétition internationale à plage bleue, où il a Oui, battu le record du monde, italien, parce oui. que lui, il roulait sur un vieux planche de bois, comment ça s'appelle, solide, hein. Ah oui, 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 Et d'accord. on avait tous des Même pas en planches laminé. flex, et lui, il avait un truc solide de bois noble, mais c'est tout, hein. Et en plus, il avait des trucks des années 70. On s'est Ah, dit, mais comment c'est possible? Et là où on a réalisé que franchement, c'est vraiment important que le planche ne flexe pas trop. Je ne sais pas comment ça s'appelle, la torsion, etc. Faut pas oui, que oui. la partie avant flexe par rapport à la partie arrière. Euh, il doit être beaucoup plus stable Alors, là. Et Oui. maintenant, toutes les oui. planches Alors, il y a qu'on la fait. planche, il y a les trucks et il y a les roues. Alors, j'imagine que les roues, c'est très important parce que si elles sont trop molles, tu perds de la vitesse et si elles sont trop dures, tu dérapes. Alors, c'est quoi la meilleure dureté? Ou est-ce qu'il y a une meilleure dureté? Ou est-ce qu'il y a une fenêtre de dureté qui est la meilleure pour le slalom? Et est-ce que c'est différent du Ah, street? Je veux dire, la c'est sûr. dureté, la forme des roues, Ah la non, mais taille, ça n'a rien etc. à voir avec le street, hein. Vous savez, il y avait une Ah, période dans le ok. street où on roulait sur des petits trucs de rien du tout, qui roulaient d'ailleurs presque pas. Heureusement pour le slalom, il y a le long skate. Et le long skate, les longboards en général, ça a permis une variété de roues mou, molle et plus grande. Ouais, 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 Nous, ouais. on utilise typiquement, on peut dire 70 millimètres. Et les duros, heureusement, il y en a plein. Tu peux tout choisir. Ouais. Il y avait une tendance pendant Donc, quelques années de toujours utiliser le plus dur possible, mais sans ah déraper. ouais, Et du coup, ça fait ouais, Dur. souvent, ouais, on ça, faut utilisait la déraper. Ouais. duro plus dure devant et un peu plus molle à l'arrière. Ah, ok, Donc, ok, on ok, allait ok, ok. peut-être jusqu'à, moi, rarement au-dessus de 93 à Mhm. l'avant, mais d'autres jusqu'à Ouais. 97, etc. à l'avant, en fonction de la surface. Mais à l'arrière, peut-être jamais plus haut que 83, 85. Et maintenant, j'ai vu une tendance ces dernières années que les gens ils reviennent à 78 et 80 à l'arrière. Ah ouais. Il faut quand même Ouais, ouais. assumer Alors, la Mais dose. l'enjeu de l'arrière, c'est surtout en slalom géant, c'est que le skateboard, il chasse par l'arrière. Donc, Ouais. j'ai cru ouais. comprendre qu'il y avait aussi des utilisateurs de trucks dépareillés ou spéciaux qui mettent à l'arrière justement pour éviter ce genre de désagrément. Ouais, le slalom a vraiment fait évoluer les trucks. Parce que dans toute l'histoire de skate habituelle, hein, on a toujours utilisé les mêmes trucks à l'avant, à l'arrière. Ça, Oui, c'est oui, oui. fini depuis longtemps dans Ouais. le slalom. Depuis 20 ans, on a des Ah trucks ouais. différents à l'avant et à l'arrière. Ah, voilà. Non Ouais. seulement en différentes inclinaisons, mais les trucks, ils ont été vraiment faits spécialement pour être devant ou à l'arrière. L'idée à l'arrière, c'est que le truck suit tout simplement le mouvement, mais n'accentue pas le mouvement. Alors, par exemple, est-ce que le truck derrière, il est plus desserré ou comment Et ça se passe? plus. Parce que ça aussi, c'est important, En fait, quoi. déjà Euh, par son angle, par son géométrie, il tourne moins. ouais. Et Il vu tourne qu'il moins. tourne moins, on peut aussi le serrer plus fort. Donc, il est Ah, ok, Ouais. assez ok, ok. serré, sans être trop, mais le but, c'est qu'il soit très, très stable. Et, et vous voyez, sur les voitures, on ne tourne que devant, hein. On ne tourne Ouais. pas Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, autre question là. technique. Donc, est-ce que les trucks de ski surf, ceux qui tournent énormément, là, est-ce que ça c'est bien pour le slalom ou est-ce que c'est En pas fait, bien? c'est bien pour débuter parce que ça permet quand Ouais, même de tourner et ça tourne tout. passer où on veut, etc. Donc, ça devrait Ouais, permettre aux skateurs de commencer à apprécier le slalom. Parce qu'avec des trucs ok. de surf skate, on est capable de faire n'importe quel virage, hein. Même aller en Ouais, cercle, ouais, ouais. etc. Ce qui n'est pas possible avec nos planches.
Donc, je pense que ça peut être une bonne chose pour le début. Le problème, c'est que les planches, ils tournent trop à l'arrière. Et en plus, ces planches et ces trucks, ils ne sont pas stables à vitesse. Mhm. Ouais, Et ça c'est c'est vrai. ça le gros Ouais, problème. ouais, ouais, Donc, jamais on peut utiliser un planche de Ouais. surf dans les pentes, dans le slalom géant, Il etc. y a trop de Ça, c'est flottement à l'arrière. C'est... ouais. ouais, ouais. Alors, autre question technique, et ça m'intéresse également, c'est une question de Steph qui nous dit, attends, le flex fait perdre de la vitesse ou pas? Parce que nous, avec Thierry, moi je me souviens quand on a commencé le slalom, on avait des planches Ouais. flexibles, quoi, les Fiberflex, etc. Et donc, moi j'ai appris à pomper sur une planche flexible, quoi, sur du plat, tu vois, parce que, et donc, on pouvait pomper pendant des heures, quoi, parce qu'on avait des On planches arrivait à remonter flexibles. les pentes Et donc, d'ailleurs. toi, oui, et donc toi, tu nous dis que ben Ouais. non, alors peut-être que c'était bien il y a 20 ou 30 ans, mais maintenant on utilise des planches Ouais. raides, c'est ça? Donc le flex, c'est bien ou c'est Non, pas bien? Ou est-ce que c'est pas bien à grande vitesse? Ou pourquoi ça c'est pas fait bien alors? plaisir, mais ça aide en rien l'avancement. La vitesse, Ouais, ça aide pas du tout. Et je pense au contraire, ça fait perdre de l'élan parce que l'avant et l'arrière, ils sont trop détachés, hein, tout simplement. Ouais, je pense que la Donc, la planche synchronisation est est- plus importante que la vitesse. ouais. Ouais, Mais que le ouais. juste renvoi. pour pomper, pour accélérer tout ça, pourrait peut-être faire aussi bien avec les deux, mais non, non, un planche rigide gagne dans tous les cas. Mais c'est moins sexy, Ok. c'est moins, je veux dire, c'était Je me sympa ces anciennes planches. Ouais, ouais. Question accessoire, il y a une époque, je sais plus si c'est dans les années 90, moi-même j'en ai bricolé un. Sur l'avant du plateau, on mettait un cale-pied en fait. Est-ce que ça c'était avant l'évolution vers le bois à 100% ou c'est encore une astuce utilisée de nos jours? Ah, le cale-pied à l'avant, c'est utilisé par tout le monde maintenant. D'accord. Dans le Ah slalom, ouais. c'est partout, partout. Et moi-même qui a commencé bien avant, j'avais un peu peur de commencer. Parce que vous imaginez de fixer le pied à l'avant, pas pouvoir le corriger, pas pouvoir le déplacer. C'était un truc fou pour moi. Mais encore une fois, ça gagne à la longueur parce que du coup, quand on est sur la rampe de lancement, on met le pied là où il faut. On a le cale qui tient le pied en position et après, on ne perd pas la position pendant la course. Mais D'accord. si on commençait les courses Alors, en poussant avec le pied, ça aurait été moins pratique parce que là, on a besoin de déplacer le pied pour Mhm. trouver la position. Je veux dire, entre la poussée et la course. Mais maintenant que toutes les compétitions commencent avec une rampe de lancement, on Ouais, peut bien positionner les ouais, pieds avant et après, ça ne bouge pas pendant la ouais, ouais, ouais. compétition. d'accord. Ni avant, ni à Alors, l'arrière, j'ai hein. encore une autre question technique. Donc, nous, quand on en faisait, enfin, moi, quand j'en faisais, je mettais pas les pieds sur les trucks, je mettais les pieds un petit peu au milieu de Mhm. la planche pour pouvoir pousser, quoi. Et quand je vois des photos de slalomeurs maintenant, depuis très longtemps, je vois que les deux pieds sont sur les trucks. Donc, est-ce que maintenant on met les pieds sur les trucks ou on les met plus au milieu de la planche? Parce que c'est important la position des pieds sur Ouais, la oui, planche. tout à fait, mais pour la stabilité, il faut bien séparer les pieds, hein. Donc, les Ouais, tenir proches, ça va pas tout simplement, hein. Pour le ok. surf style à l'époque, etc., j'en faisais un peu comme ça aussi, mais Ah, pour l'équilibre et pour la force, hein, on a plus de force entre les deux pieds s'ils sont séparés de juste distance. ouais. Et de plus en plus, sur Ok. le pied arrière, maintenant, on le met vraiment sur le truck très près, hein. Et comme le truck arrière ne Ouais. tourne pas trop, c'est aussi la position le plus stable. Ah, ok. Ok, donc on va arrêter avec les trucs techniques. Donc on va revenir avec la fédération, l'ISA. Donc on a dit que c'était indépendant pendant très 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 longtemps, pendant plus de 20 ans. Et puis à un moment donné, tu as dit, bon, il faut faire quelque chose et tu as pris contact avec la World Skate ou c'est la World Skate qui t'a contacté? Comment ça s'est passé avec Ouais, World Skate? justement, on est arrivé à peu près 2019. En Oui, 2019, World Skate a organisé, avait prévu, et ils ont finalement fait,
une compétition internationale de toutes disciplines confondues à Barcelone. Et c'était la première année, non, c'était la deuxième année pour la rampe. Ils avaient déjà fait en 2017 en Chine avec peu de participants et sans public. Je ne sais pas pourquoi. En 2019, c'était à Barcelone et on a essayé de les contacter. On a essayé de prévoir une participation de slalom pour 2019, mais on s'est pris un peu trop tard. Parce que jusque ce jour-là, on avait tout organisé tout seul. Mais on a vu qu'on n'arriverait pas à faire plus que ce qu'on faisait. On avait besoin de prendre le prochain pas, monter un niveau, etc. Et on a vu que nous, on n'est pas capable d'attirer des sponsors de haut niveau, etc. pour faire vraiment des compétitions de haut niveau. Donc, ça, c'était la première fois, la photo avant, là, c'était la première fois quand j'ai gagné le championnat d'Europe. Et ça, c'est mes planches que j'avais fait fabriquer. Le S. Camber, qui est devenu très célèbre, qui est une copie de planche de Skolberg. Et celui en bas, c'est une copie de celui de Henry Henstel. Et retour en 2019, on a donc essayé de faire partie de ces World Roller Games, comme ça s'appelait à l'époque. Ça a changé de nom depuis, ça s'appelle maintenant World Skate Games. Et on s'est juste pris un petit peu trop tard. Mais en tout cas, à partir de ce jour-là, World Skate, nous, on a décidé, on va travailler ensemble. Et c'était devenu clair aussi que World Skate était l'organisme qui allait gérer le skate au JO. Mm-hmm. Et même si la communauté skate en général était un peu rebelle, ils ne voulaient pas s'organiser, ils ne voulaient pas des JO, etc. Slalom, c'est fait pour des compétitions. Sans compétition, y a pas, on n'aurait jamais maintenu le sport. Hein. Évidemment, ça fait plaisir de rouler, de tourner, etc. Mais c'est vraiment axé compétition de haut niveau, etc. Donc, pour nous, c'était naturel de nous lier avec un organisme formel, structuré, etc. Et donc, après, ça a quand même pris un peu de temps, la négociation, comment ça va marcher, cette collaboration. Et finalement, on a signé pour pouvoir participer au World Skate Games 2022. Et en 2022, donc, il y avait la même compétition qu'à Barcelone, mais encore plus grand, encore plus beau, plus de disciplines. Et voilà, on a inclus le slalom pour la première fois. Et ça c'est le début de quelque chose de nouveau pour nous. Oh, oui, c'est bon ça. Parce que tous les événements où, je veux dire, le niveau a monté un niveau. Et vu que c'était la première compétition maintenant qui était limitée en participation, chaque pays pouvait envoyer qu'un certain nombre de participants. Il fallait commencer à faire des choix dans chacun des pays, et qui va être sélectionné pour aller, etc. Et c'est la première fois qu'on a rencontré l'équipe de Japon, une équipe complète masculin, féminin d'Australie, etc. Et aux États-Unis, par exemple, ils ont fait une sélection très, très dure, hein, parce qu'avec un nombre limité de participants. Et donc, l'excitation était au max aussi, hein, parce que pour la première fois, on allait faire un vrai championnat du monde où tout le monde, tous les meilleurs étaient là. Et même si d'habitude, on fait différentes catégories professionnelles, amateurs, un master pour les vieux, juniors et tout ça, là, on a dit c'est homme, femme, et que le meilleur gagne. Voilà. Excellent. Donc, non, ça a été un très grand événement pour nous, les organisateurs, les participants. Mm-hmm. Ce qui est un peu dommage, c'est que ça se déroulait en Argentine, qui était très, très loin pour tout le monde. Et du coup... Alors, comment ça se passe, je veux dire, parce que les skateboarders, ils n'ont pas vraiment beaucoup d'argent, quoi. Donc, qu'est-ce qui paye le déplacement en Argentine depuis l'Europe ou les États-Unis? C'est les fédérations de chaque pays ou, Oui, pour les fédérations qui ont de l'argent ou pour les skateurs qui ont de la chance d'avoir adhéré à une fédération de bon niveau. Mais pour la France, par exemple, ils ont considéré que slalom n'était pas une discipline officielle de la Fédération française
Et du coup, il n'y avait pas de participants français. Ah là là, quel dommage. Incroyable. Et cela dit, malgré Patrick Lozano, qui a habité une dizaine d'années en Argentine et qui a, lui, également continué à faire du slalom pratiquement toute sa vie. Oui, tout à fait. Il nous a bien aidés pour cette compétition. Et on a renoué les contacts justement parce que ça allait se faire en Argentine. Et on a fait une compétition avant Argentine pour se préparer, pour s'entraîner avec l'équipe organisateur. Donc, on a fait le championnat, le Paris Slalom World Cup au Trocadéro au printemps 2022. Et après, à l'automne 2022, on a fait le championnat du monde en Argentine. Alors, pourquoi l'Argentine? Je veux dire, je suis content pour les Argentins, quoi, mais les Argentins sont pas forcément très connus au niveau mondial pour le skate, quoi. Comment ça a été choisi? Nous, on n'avait aucun part là-dedans, mais il faut comprendre que pour le World Skate, c'est autant roller que du skate. Et maintenant, même la trottinette fait partie. Donc, tout ce qui roule. Et en Argentine, il y a quand même... c'est très populaire, le roller hockey, par exemple, et peut-être même le patinage artistique en roller, etc. Et du coup, mais c'est comme un appel d'offres, hein, les organisations. C'est comme les Jeux Olympiques. C'est comme les Jeux Olympiques. Ça coûte quand même très cher à organiser. C'est des gros événements. 7000 participants, par exemple. Ouf. Au total, à travers toutes les disciplines. Et j'ai vu les derniers chiffres maintenant d'Italie, parce qu'en 2022, c'était en Argentine. En 2024, on a fait en Italie. Italie, c'était maintenant après 12 000 participants. Oh là là. Wow. Alors, un des autres problèmes qu'il y avait en Argentine, c'est que c'était séparé, quoi. Il y avait une partie à Buenos Aires et l'autre partie qui était à San Juan. Et l'Argentine, c'est immense, quoi. Juste pour donner une idée, pour Buenos Aires à San Juan, c'est 2 heures d'avion, quoi, tu vois. Donc, rien à voir. Et pourquoi tout n'est pas fait à Buenos Aires? C'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez de pentes. Et ils ont pensé que le slalom avait besoin de pentes importantes aussi, et c'est vrai pour le slalom géant, c'est quand même apprécié. Et du coup, ils nous ont mis dans une ville où il y avait la proximité aux montagnes, et comme la descente. Donc, les disciplines de descente étaient aussi dans la même ville que nous, et on a utilisé la même piste pour le slalom géant, on a utilisé une partie de la piste de descente. Donc, finalement, ce n'était pas un mauvais choix, mais c'était un petit peu triste parce que lors des Jeux en Barcelone, toutes les disciplines étaient dans la même ville et plus ou moins en même temps, même si c'est pendant 2 semaines à peu près. Mais en Argentine, on était complètement isolés, on était tout seul, aucune autre discipline pendant le temps que nous, on était là. Donc, on se demandait un peu pourquoi être en Argentine isolé de... C'est la même question que je me suis posée. Non, mais au final, c'était pas mauvais une fois qu'on était là. Non, mais de toute façon, ça a le mérite d'exister, c'est ça. Merci l'Argentine, parce que... Mais bon, la consécration, c'était quand même les championnats d'Italie, non? Est-ce que c'était pas la plus belle compétition que vous avez organisée des dernières 20 ou 30 années, ou est-ce que je me trompe? Non, absolument. Le fleuron absolu, hein, c'est maintenant le championnat du monde 2024 qu'on a fait en Italie. Et malheureusement, ils nous ont séparés quand même, donc toutes les disciplines n'étaient pas à Rome, mais les différentes disciplines étaient envoyées dans différentes régions, tout simplement pour le financement, parce que c'était pas possible d'héberger ou de financer d'abord. S'il y a 12 000 participants, où est-ce qu'on va aller loger? Oui, dans des villes comme Rome, effectivement, ça marche quand même. Hein. Mais je pense qu'ils n'étaient pas capables de gérer autant de disciplines, autant d'organisations, parce qu'il faut quand même du monde pour chacun des disciplines. Et ça, pendant plusieurs jours. Nous, on a fait 3 disciplines. Donc, il faut minimum 3 jours. Il faut un jour de repli au cas où il pleut, etc. Donc, non, mais on a fait une belle organisation dans la ville de Chieti, plein de centre-ville, incroyable, deux belles rues, vraiment centre-ville.
et on a pu faire un très très beau slalom géant que moi j'ai considéré trop dangereux, trop fou avant. Ah ouais, à cause de la Trop pente. rapide. Ouais. Et la largeur de la route qui n'était pas si important. Ah Et ouais. un petit peu de difficulté en arrivant en bas parce que ça sortait dans un genre de, on peut dire rond-point, mais c'est quand même une ancienne ville, donc c'est pas un vrai rond-point, c'est plus une place centrale de la Ah ville. ouais, donc là c'est chaud. Et il fallait éviter on peut dire la fontaine au milieu. Oh. J'imagine. J'allais te poser la question. Et donc, en franchissant la ligne d'arrivée dans le slalom géant, il fallait déjà avoir commencé à entamer un virage à gauche. Et pour éviter justement cet objet qui était au milieu et toutes les clôtures qui emmenaient jusqu'à ce truc-là, et pour continuer à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, pour monter dans une petite rue piétonne qui faisait que 3 mètres de large. Et c'était un peu chaud. Mais finalement, la piste en lui-même, il était finalement parfait. Et ça s'est très bien déroulé. Tout le monde s'est bien amusé. Mais il a fallu bien travailler pour tracer un circuit qui tenait. Il sait qu'on ne se suicidait pas. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il est arrivé d'utiliser des airbags, c'est les grands matelas gonflables Ouais. parcours, Non, nous, on n'a jamais utilisé. On a utilisé des choses similaires, etc. Une fois, à une compétition à Madrid, ils ont utilisé, vous savez, des châteaux comme ça qu'on construit pour les enfants, qu'on gonfle. Oui. Ils ont utilisé un truc comme ça. Oui, c'est des sortes d'herbacs. Eux, ils ont pensé que c'était bien parce qu'il y a des petites parois sur le côté, c'est ouvert devant, il y a des parois sur le côté, il y a un grand mur au fond. C'est juste qu'ils l'ont fait, ils l'ont trop gonflé. Donc, les gens qui ont sauté dedans, ils ont volé. Ah bah, ils ont rebondi. Et il y a même un qui a été emmené à l'hôpital après, une pauvre fille, d'ailleurs française, parce qu'elle s'est tapée trop fort là-dedans. Donc, c'est pas top, mais après, ils ont dégonflé cet château gonflable. Ils ont dégonflé un peu et après, c'était mieux. Mais la plupart des gens, ils préfèrent quand même freiner avant. Ah, ok. Pas faire de foot break avant. Alors maintenant, le slalom, définitivement, ou en tout cas pour un certain moment assez grand, c'est avec WorldSkate, quoi. C'est WorldSkate qui s'en occupe, c'est WorldSkate qui l'organise. Absolument. On a cédé le titre championnat du monde à WorldSkate pour qu'eux, ils continuent la tradition d'organiser le plus haut niveau. Mais pour toutes les autres disciplines, pour toutes les autres compétitions, on a décidé, ou on a compris qu'on est quand même tout seul. Donc, ça a besoin d'exister pour faire la coordination de tout le reste. Et même si les mêmes personnes, donc, ce que tu veux dire, c'est que gèrent ISA et WorldSkate Slalom, mais WorldSkate, ils ne sont pas capables pour l'instant de nous offrir plus d'occasions que ça. On espère qu'ils nous organisent au moins une fois par an un championnat du monde, mais au moins garanti tous les 200 lors de World Skate Games. Alors, le prochain, c'est où? C'est dans 2 ans. Mais c'est où, on sait déjà ou on ne sait pas encore? Il y a un appel ça va te faire plaisir. J'en sais rien, à Los Angeles. Ben je vais participer, j'ai 2 ans pour m'entraîner. Alors. Attention, c'est pas évident, mais on peut t'inviter comme co-organisateur. Oui, tout à fait. Si vous avez besoin de moi, moi je te donne mon numéro de téléphone. Non, mais je ne savais pas, voilà. C'est très bien, ok. Donc en fait, c'est précurseur des Jeux Olympiques parce que les Jeux Olympiques, c'est en 2028 et donc World Skate Slalom, enfin World Skate, ça va être à Los Angeles en 2026. C'est ça? Normalement, c'est 2026, mais il n'y a rien qui est sûr. 2026. Hein. Parce que ça peut très bien être 2027 aussi. Et donc, mais on est sûr que c'est Los Angeles ou pas? Au début, c'était sûr. Après, j'ai demandé, oui, c'est le plus probable. Donc, parce que tu sais qu'aux États-Unis, ça change tout le temps. Là, avec les feux qu'on a eu dernièrement, là, il
Ouais, mais il y a des tas de gens qui disent ouais, les Américains, enfin les Californiens, ils sont pas capables d'organiser. Regarde les feux, tout a Oh, brûlé, mais non. donc on veut leur enlever les Jeux Olympiques. Ça va pas se faire, mais bon, il y a toujours des gens qui râlent derrière et qui disent ouais, les Californiens, ça vaut rien du tout. C'est ça. C'est un petit peu dommage qu'on en arrive là quand même. Ouais. Tu vois, Oui. Est-ce que tu peux passer des photos, Xavier, parce que là, le temps Ouais. est écoulé, qu'on Ah puisse oui. un petit peu regarder. Ouais, donc ça c'est au début. Voilà, ça on l'a déjà vu, ça on l'a déjà vu. Ça c'était où? Ah, c'est lors d'une petite compétition en Suède qui se faisait dans ce stade de patinage. Et sur Ok. un plateau Donc ça c'est américain, une puis belle l'autre rampe rampe, là. une autre année. Et Mhm. Ah, ouais, oh, ça alors c'était là, vraiment une belle impressionnant. compétition, ça c'était Mais où tout le ça? monde n'est pas venu que pour nous, mais lors de cette journée qui avait un autre but, nous on faisait des présentations de slalom et de rampe. Mhm. Ok. Il y a une question là, il y a un beau Encore des commentaire. Mon premier compétitions. titre européen Ouais. en 1985 en Allemagne, dans la ville de Bamberg. Et mon Alors on va passer toutes les ça photos et c'est puis Tony après il y a Hawk un commentaire énorme là. sur notre rampe, donc en 85 en Suède. Mais la photo pleine page, Xavier, Ok. à côté de Yanni. Ouais. Ok. Ah, Attends, je vais la mettre pleine page. Boum. Ah, attends. Oh, je peux pas la mettre pleine page ah, pour mais là on voit pouvoir. bien la rampe quand même, Euh, ça suffit comme ça. ouais. Attends, si je le mets Voilà. là, voilà. Oui, On voit oui, On mieux voit comme que, ça? en fait, le trou qui est là, c'est le canyon, hein. C'est le Ouais, canyon, il ouais. passe au-dessus du canyon. Et on voit un peu le structure en dessous de la rampe et tout ça. Et on voit le fameux Ouais. On voit le plat et aluminium puis. et sur lequel est mis les plateaux. Et quand j'ai regardé ces photos récemment, j'ai rigolé un peu parce qu'on voit comment on était pauvre à l'époque et on voit la qualité de bois et tout ça. La qualité de bois, il est certainement bien, mais on n'avait même pas mis une nouvelle couche de peinture. Alors on va passer, donc ça on en a déjà parlé. Alors ça c'est une compétition. Ça c'est vieux, vu la qualité de la Ouais. photo. Je suis pas sûr. Je pense que c'est 88, donc je suis bien content d'avoir gagné. Parce que, et on voit que le gars, le troisième, là, il est pas très content. Ah, il n'est pas C'est un content, hein. Suisse et Ok. ça, c'est Alors ça avec l'emblème des ouais, Jeux ça, Olympiques. c'était quelque chose de fantastique quand même. C'était en 93. Les comités olympiques français et espagnols avaient décidé de faire une tentative de un genre X Games. Et ça s'appelait Les Jeux Pyrénéens de l'aventure. voilà, merci Thierry. Ah, Toi, tu faisais ouais. partie de l'organisation. Moi, je faisais partie j'étais président de la Fédération internationale de slalom à l'époque. Donc, j'avais à la fois un rôle de participant et un rôle officiel. Et les trois personnes qu'on voit ici, c'est l'équipe suédoise. Et ça, c'est lors de l'inauguration. Il y avait donc le drapeau hissé pour les Jeux olympiques. Et il y avait plein de disciplines. Il y avait en skate, il y avait slalom et descente. Mais il y avait d'autres disciplines comme parapente. Je dis BMX, mais je pense que c'était VTT. Canyoning, Canyoning, etc., parapente. C'était assez fantastique. Et je pense que c'est la première compétition où j'ai vu ça. Tous les participants étaient défrayés. C'est-à-dire, on avait des billets gratuits, on avait les hôtels, on avait les repas et on avait les transports dans tous les sens. Et seule obligation, c'était qu'on reste toute la semaine. Que quand on n'a pas son propre discipline, on aille voir les autres. Et du coup, Pour ça a aider, fait lieu. faire la clap. C'était quand même très, très sympa. On était à peu près 600 personnes à prendre le dîner tous les soirs, etc. Très bonne Super. ambiance. Et moi, je me suis beaucoup amusé à l'époque parce que j'étais le président donc, de la Fédération internationale de slalom. Et je devais donc aller dans des réunions et dans les réceptions, etc., avec les autres présidents. Sauf que eux, ils venaient en costume et moi, je venais en short de skate. Alors ça, c'est une photo intéressante pour les gens qui n'ont jamais vu de slalom de toute leur vie.
Donc, ce qui est intéressant, c'est la rampe de lancement. Là, tu en as déjà parlé un tout petit peu. Donc là, ça fait déjà 30 ans que ça existe, quoi. Mais bon, tu peux nous expliquer pourquoi avant, il n'y avait pas de rampe de lancement et pourquoi, finalement, on s'est dit que c'était mieux avec une rampe au départ. Ouais, Et à quoi elle ouais, sert, ouais, cette rampe-là? Bon, c'est pour les gens qui n'ont jamais ouais. vu de Non, slalom, mais hein. c'est surtout important parce on voit ici sur le tracé qu'il y a deux parcours, il y a le Ouais, blanc et le rouge. Et donc, il y a deux ouais, skateurs en même temps. Et on se fait des parallèles. Et pour qu'il y ait un départ équitable, on a des rampes, on a un détecteur pour voir qu'on ne passe pas trop tôt. Et on a un chronomètre ouais, qui émet des bips ouais. aléatoires. Euh, D'abord régulier et le dernier est aléatoire, et pour assurer un départ simultané. Ouais. Oui, parce Et que là, il n'est pas question de prise de pas d'élan. Il y en a qui ont plus de puissance que d'autres, donc il y a forcément que là, c'est synchro sur les mêmes c'est ça. ouvertures au premier cône. C'est que les bras hein, maintenant qui fait la différence. Ah oui, les Les bras, bien Allemands sûr. Ouais. s'entraînaient comme ça. Hein. Mais Alors, donc ça, c'est en fait les bips, c'est la même chose que pour le ski, quoi. Au début, exactement. ça fait bip, Ouais. Comme bip, le bip, parallèle. bip, et le dernier bip. Je sais pas, ça a Ah peut-être non, mais changé, c'est mais c'est exactement ça. quelque chose Il y a comme un ça, quoi. temps variable pour le dernier bip. Et ça assure Mhm. un peu le spectacle. Là, on est au Trocadéro. On a fait ces Ouais, compétitions en principe chaque année. À partir de 2003 jusqu'à 2013. Après, on a fait un petit pause. On est revenu en 2022. En 2023 et 2024, on a été dans la ville de Massy parce que le Trocadéro était en préparation pour les Jeux Olympiques. Mais ça fait un très, très bel spectacle. Vous voyez le public que nous avons là. Deux coureurs ah qui ouais, ouais, descendent ouais. d'une piste comme ça. Vous voyez le tracé en slalom spécial. C'est très, très spectaculaire et ça va très, très vite. Ah ouais, ouais, ouais. Ça va Et très vite, non? jusqu'à l'Arche en bas, peut-être 11 secondes ou quelque chose comme ça. Oh là là. On peut atteindre Ouais. Par contre, l'arrivée, là, elle n'est pas sécurisée. Les gars, ils freinent avec la semelle ou comment ils font? avec la semelle. Ouais. D'accord. Ça coûte À une l'ancienne. paire Ok. de Ethnis Alors, chaque donc, compétition. ok, donc ça, c'est les Mais ça, c'est résultats. sympa. Bravo Hein. au Pour une vainqueur. fois que j'avais le droit à gagner, même en étant vieux. Ah ouais. Euh, Oula. Alors, ça, c'est ça, quoi? Ça, c'était c'est principalement ma en famille. Allemagne? Ça, c'est le photo final de championnat du monde, je pense 2018, en République tchèque. Et c'est vraiment la Ah, famille dans laquelle je vis maintenant, tous copains à travers tous les continents, tous les pays, etc. Et il y a C'est beaucoup, génial. beaucoup de beauté là-dedans. Et ça, c'est... alors la Old School Skate Ouais, ouais, Jam. ouais. Maintenant, je suis vieux, hein. Je compte parmi les vieux, alors, comme toi, Thierry, hein. Alors d'ailleurs, on en profite là, Thierry, vas-y, tu as 30 secondes pour nous parler de ce que tu organises au skatepark. C'est en juillet, c'est ça? Et je suis parti sur un bon coup de main au club local pour organiser une rencontre old school doublée d'une trocante, on va dire, une espèce de bourse échange exposition de skate vintage le 29 juin à Meaux. Voilà. Donc il y aura du banquet de slalom avec un circuit assez intéressant. C'est pas de la verte, c'est pas de la grosse structure. Il y a quand même des modules qui font 2 mètres de haut, mais il y a de quoi assurer de bonnes relances avec plein de différences de niveau et de portes sympathiques à placer pour ce jour-là. Alors tu vas faire des stands aussi pour des gens qui veulent échanger, vendre. Donc si on a besoin, si on est professionnel ou semi-professionnel, on te contacte directement sur Oui, Facebook, c'est par ça? exemple, bien sûr, bien sûr. Là, on va faire des recrutements. On a déjà avoir quelques postulants qui sont intéressés pour venir. Donc voilà, on démarre les opérations là vraiment avec les budgets actuellement, mais tout va se dérouler dans la bonne chronologie et les postulants, on verra très rapidement parce qu'à un moment donné, il faut avoir la surface globale pour pouvoir réserver un barnum sur mesure. On va pas prendre quelque chose de trop grand s'il y a trois pelés, quoi. Mais ça se présente bien, Ouais. voilà. Et on va avoir la Ok, présence de Gérard Almusera. ok, super. Ok. Alors, suivante photo, 150 000 Ah oui, vues. ça c'est... Waouh. Ouais. Et on a eu la chance en Suède de participer à une grande compétition où ils ont regroupé plusieurs championnats de Suède.
des disciplines diverses et variées, hein, la natation, le canoë-kayak et ouais, plein d'autres, jusqu'à 35 à peu près. Et cette année, en 2022, on a fait une très belle compétition. Ce qu'il faut savoir, c'est en live à la télé. Il nous offre, Oui, je vois il ça nous offre incroyable. 1 heure de télé où nous, on Waouh. présente notre sport, on fait dérouler la compétition, on fait les qualifs avant et après on fait les finales en live à la télé avec leur équipe professionnelle, etc., qui donne des images fantastiques. Et ce qui était beau cette année-là, c'est que nous, le slalom skate, on a eu le plus de vues live. Ah, ça, c'est génial. Félicitations. Et on a eu plus que Ouais, la natation. félicitations. Et pourtant, la natation en Suède, c'est très, très populaire, hein. Hmm. Et là, Ouais. c'est moi à Alors, table ça, c'est les non, non, juges. non, ça c'est le table de commentaires. Ça, et le gars à côté, Ah, c'est un célèbre commentateur sportif. C'est dommage, on voit pas la piste, il est juste devant nous. Et voilà, c'est artisanal ouais. comme ça. On a juste la petite télé qui affiche là à gauche l'image qui est diffusée. Hmm. Et ça, c'est Ah la ouais, compétition en Argentine où on a utilisé un circuit automobile. Et, ouais. et d'habitude, on a un problème que les routes sont pas assez larges, mais là, vous voyez, c'était Ah, presque ben là, trop. ça va, ouais. Ouf. Voilà. Mais là, c'est tout plat, non? Non, C'est non, non, ça? c'est Il n'y a un pas de pente, pente, non? mais raisonnable, douce, hein. Très Il faible. n'est pas Ah ouais. assez pour faire un slalom géant, mais pour toutes les autres disciplines, Ouais. c'était parfait. Et on a fait des Ouais. Ouais, parcours ouais. Ok. 72, 70 à 80 cônes quand même. Et ça fait des très, très beaux parcours et des très beaux vidéos. Ouais, c'est long, c'est énorme, là. Il y a combien de Ouais, cônes, là? ouais. On 90, a c'est eu ça? jusqu'à 80 sur ce parcours-là. Waouh. Et Ok. voilà. Ça, Waouh. je montre juste pour C'est joli, ça. vous montrer à peu près le style de slalom aujourd'hui. Ah oui, oui, un Ouais. spécial décalé comme ça, c'est chaud. Ah, c'est Ouais. super. Ouais, Et on super, voit cette photo. des faux Celle-là sportifs, et aussi, ça, c'est le magnifique. géant en Géant, Argentine. Alors, quand on fait le slalom, là, il faut qu'on fasse les deux disciplines si on va être qualifié ou pas? Est-ce qu'on peut y aller en disant, moi, je fais que le spécial parce que le géant, je sais pas faire C'est ou, intéressant que tu poses cette question parce que on n'a jamais douté avant que les gens ils voulaient faire autre chose que tout. Mais la première Ok. fois en Italie, on a eu la question, est-ce qu'on ne peut pas envoyer différentes personnes pour les différentes disciplines? Et Oui. exactement, et je pense que dans le futur, ça sera certainement ça. excusez-moi. Peut-être le jour qu'on arrive aux Jeux olympiques, Ouais. parce que j'espère qu'un jour on sera là, mais malheureusement, ça ne sera pas en 28, ça sera peut-être en 32. C'est notre prochain espoir. Mais je pense que ce jour-là, il y aura différents skateurs qui font le slalom géant par rapport au slalom tight, par exemple. Pas du tout le Ouais, ouais, même différent. technique pour l'instant. Et Ok. ça, Donc là, c'est encore table de avec commentaires, c'est ça? Ça, c'est en euh, Argentine. C'est énorme, c'est dans un stade oui, c'est un énorme. circuit automobile hein, pour les Oh, Formule 1, on peut dire. Bon, ok. Encore une très belle voilà, photo. et ça c'est un Ok, de ces là, on voit bien les compétitions rampes en derrière. Suède, le championnat de Suède. Et on voit là, c'est le zoom qui est énorme de la télé qui fait compresser un peu l'image. Les tracés Ouais, sont pas si sévères, hein, même s'il était difficile ouais, ils là, sont pas si serrés que ça. mais c'est extrêmement intéressant. Et ça, c'est un affiche d'un film qui a été fait pour cette rampe. Donc, on avait parlé au début Ouais, de l'émission. On parlait de cette rampe et on ouais, le voit là au fond à gauche en tout cas. Et, donc, il y a une équipe en Suède qui a fait un film qui voulait au début être un documentaire sur la rampe. Parce qu'il disait, il faut quand même qu'on parle de cette rampe qui était le lieu et la rampe a été fait le premier 540 et ensuite le premier 720 et comme un documentaire historique. Après, ils ont interviewé plein de vieux skaters comme nous tous. Et, mais après, ils ont dit, bon, ça fait trop Mhm. documentaire, etc. Ils ont donc mélangé le sujet avec une jeune fille qui débute le skate et qui, tous les challenges qu'elle affronte
en voulant faire du skate et la première fois qu'elle va faire un drop-in dans un rampe comme ça. Waouh. Ok. Et ça, c'est la photo de cette... Voilà. Ouais, les anciens concurrents, Voilà. C'était où ça? Pierre-André, Patrick Ça, Lozano, c'est lors des Jeux Thierry Olympiques à Dupin, il y a même Paris la cet baguette. été. Voilà, très belle photo d'équipe où on a profité un max aux Jeux Olympiques à Paris. Et c'est vraiment le rêve devenu réalité qu'un jour le skate sera aux Jeux Olympiques. Et voilà, on l'a fait. Ouais. On a réussi. Maintenant, il reste juste à inclure le slalom et peut-être pour 2032. Ça, Ouais. Ok. Ben, merci Donc, beaucoup, Yannick, pour toutes ces Mhm. informations historiques. on a deux questions rapides pour terminer l'émission. Donc, première question, maintenant que tu fais plus de l'organisation, est-ce que tu vas te remettre à faire du slalom et des Ah, compétitions? bonne question. Ouais, ouais. Ah, De haut niveau, je pense pas, mais Ouais. je pour le vais quand même plaisir. essayer. Parce qu'on connaît quelqu'un qui s'appelle Judy Oyama, qui est pas toute jeune et qui continue à faire des compétitions et qui est pas mauvaise du Ouais, tout. elle a jamais arrêté, hein. Elle n'a Elle jamais arrêté, d'ailleurs, ouais. elle a gagné maintenant le record du monde, le Guinness record du monde pour le carrière professionnelle skate le plus longue, Waouh. en tout Ouais. cas féminine. Eh Euh, ben, Ouais. Donc, alors, les mais, petits jeunes, faites attention parce que Gianni va revenir là. ouais, Donc, et lui, il a des heures et des centaines et des milliers d'heures de skate dans les jambes. j'ai Donc, l'expérience. Il me manque faites juste attention. Il a l'expérience. il me manque juste le physique maintenant. Non, mais évidemment, Ouais. je vais Alors, rouler un deuxième. peu Ouais. plus, mais je vais d'abord faire un peu plus de snowboard. Et Ouais. après, je ferai quelques compétitions certainement, hein. Et, euh, et après, peut-être dans quelques années, je reviens comme organisateur. Mais pour l'instant, j'ai oui, décidé de faire un pause. oui, tu as raison. Ouais. Ouais. Alors, deuxième question, mais je crois que tu nous as Mhm. plus ou moins répondu déjà. Est-ce que tu crois que le slalom un jour sera aux Jeux En fait, Olympiques? je pense que c'est le sport idéal pour les Jeux Olympiques. Ouais, c'est ce qu'on dit toujours avec Je Thierry. pense que, Ah, c'est vrai, Thierry, c'est ce qu'on dit tout le temps, Ah oui ou oui, non? oui. On y a cru, nous, hein. je, je pense que Ouais, pour ouais, les ouais. publics aussi, c'est le sport, le discipline idéale. Beaucoup plus facile à Ouais. comprendre que, par exemple, le street, qui est trop technique. Mais le problème qu'on a, c'est que dans le monde de skate, le slalom est une petite discipline et le monde de skate, c'est la partie commerciale, c'est le street où on casse les planches régulièrement, etc. C'est là où il y a le business. Donc, on n'a pas forcément les autres skateurs comme partenaires pour nous aider à entrer de haut niveau aux Jeux Oui, Olympiques. mais vous Et avez je le pense nombre de qu'il pays. ouais. Et je Ouais. pense qu'il faut qu'on continue à montrer qu'on est capable de faire des compétitions de haut niveau et faut continuer à montrer le niveau de professionnalisme qu'on a atteint quand même dans ce sport. Je suis très, très fier de ça et je suis Clair. très impressionné aussi, hein. Ouais. Heureusement que j'ai arrêté les compétitions moi-même. Je n'ai pas le niveau. Non, mais tu as quand même plus qu'un niveau, puisque tu as quand même été sur la scène toutes ces années à maintenir la flamme et à continuer toujours rien lâcher. Franchement, c'est extraordinaire. Tu as un parcours vraiment de féru 300%. Ouais, merci, merci Thierry. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour cette heure et demie qu'on a passée Wow. avec toi. Euh, un mot pour la fin, peut-être, pour ceux qui nous regardent. Faites du skate. Faites du skate, roule, faites-toi plaisir. Non, mais j'ai tout. Je suis très reconnaissant de ce monde et je suis très fier, je l'ai dit, hein, du niveau qu'on a atteint. Et je suis fier d'avoir euh, maintenu l'intérêt. Je ne l'ai pas fait tout seul, hein, grâce à tout le monde et toute l'organisation, tous les organisateurs du monde entier et le désir par les skateurs aussi de rouler, de faire plaisir. Et je trouve que il y a quelque chose d'incroyable dans le skate. On est vraiment une famille, on est vraiment copains à travers les pays, à travers les équipes et tout ça. Il y a pas de. C'est une concurrence, oui, mais pour le plaisir, hein.
Et même si ça commence à être de haut niveau, tout ça, ça a toujours été pour le plaisir. Et franchement, on se sent bien dans cette famille. Et il y a quelque chose, peut-être, ce qu'on a dit au début de cette émission, qu'on croit le skate était un peu en déclin, il a fallu se battre, etc., qui fait qu'on a quelque chose en commun tous. On s'est battu, on a construit tout ça tout seul, entre nous. On n'a eu rien servi sur un plateau, on a eu à se battre et c'est pour ça, ça a créé des incroyables liens. Tous mes meilleurs copains maintenant, ce sont des skateurs hein, à travers le monde et je suis vraiment reconnaissant envers tous ces gens dans tous ces pays que je connais et que je peux considérer comme amis. C'est vrai, tu as raison. Ouais. Écoute, merci beaucoup Yanni. Xavier, écoute, belle journée à toi. Samedi prochain, on va recevoir Homer, notre ami de Flux the Blaireau. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche et bonne semaine à venir, Yanni, et à très très bientôt sur le terrain pour le coup de main ou pour ce que tu voudras, avec grand grand plaisir, mon ami. Ouais. Et merci à tous ceux qui ont posé des commentaires et Absolument. des questions aujourd'hui. À samedi prochain, 18h. Super. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Salut. Bye.